Regardez ces images, nous sommes à Biscarrosse, images en direct. On va retrouver d'ailleurs nos envoyés spéciaux, Gaspard Bunel et Julie Janus. Merci beaucoup à tous les deux. On peut peut-être revoir ces chiffres parce qu'ils viennent de nous parvenir. Chiffres justement, ils vont s'inscrire en bandeau. Retrouvons-les et vous verrez toute l'importance de ces incendies. Il y a des hectares, il y a des personnes évacuées. Je crois qu'on doit être maintenant à 50 000 ou presque de personnes qui ont été, touristes ou pas d'ailleurs, et résidents évacués dans cette région. Gaspard, derrière vous, une maison, je pense. On doit être sur un lotissement. La ville a été fortement touchée par les incendies. On était aussi avec vous il y a quelques instants dans une zone industrielle. Rien n'est épargné. On peut dire que les conditions climatiques sont compliquées et elles annoncent une nuit qui sera difficile. Exactement. Ici, on est sur une zone pavillonnaire de Biscarrosse-Bourg. Et regardez derrière moi ces maisons qui sont complètement ravagées par les flammes. Des flammes qui ont atteint cette zone pavillonnaire il y a quelques heures. On le voit encore, ces fumées blanches continuent d'être présentes. On le sent qu'il fait chaud. Toutes ces maisons sont détruites. Regardez cette carcasse de voiture. C'est vraiment très impressionnant. On le voit sur cette maison, le toit n'a pas tenu. Il y a les charnières de portes en acier qui sont encore visibles. Tout est au sol, complètement ravagé. Il n'y a personne. Les gens ont dû partir en extrême urgence. Regardez au fond du jardin, on le voit, il y a encore du linge qui sèche. Cette image est assez forte. Les gens sont partis, ont évacué le plus vite possible. On voit également un parasol qui a brûlé à moitié. C'est des images extrêmement rares, extrêmement fortes qu'on voit ici parce que ce lotissement, cette zone pavillonnaire est située juste en face d'une lisière de forêt. Regardez sur ces images de Julie Janus, le sol a complètement brûlé, les pins sont complètement noirs. Il y a encore cette fumée blanche qui est difficilement respirable. En venant ici, on s'est engouffré un petit peu dans cette fumée et nous n'avons croisé aucun habitant dans cette zone pavillonnaire de Biscarrosse. Tous ont été évacués. On dénombre depuis hier soir 18 000 habitants évacués. Et Gaspard, faites attention quand même parce que il y a ces fumées, mais il peut y avoir des reprises d'incendies. Je voudrais vous interroger là-dessus. Visiblement, il y a du vent, pas ou peu de sapeurs-pompiers là où vous êtes. Risque de reprise. Est-ce que la ville de Biscarrosse est une ville définitivement sinistrée? Elle est marquée. On le voit grâce aux images de Julie Janus. Mais je repense à cette nuit, au vent, à ces conditions climatiques détestables. Alors, vous l'avez dit, le vent, on le voit sur mes cheveux, le vent s'est levé et surtout le vent a tourné. Un vent qui rend les choses encore plus compliquées pour ces pompiers qui sont mobilisés, car c'est un vent qui emporte quelques braises sur des centaines de mètres et crée de nouveaux foyers. Alors, le vent se lève, on a forcément peur pour cette nuit, on ne sait pas encore comment le vent va s'accentuer. En tout cas, les pompiers sont mobilisés, on l'a vu tout à l'heure en lisière de forêt proche de Biscarrosse-Bourg, les pompiers étaient fortement mobilisés. Ici, en venant sur cette zone pavillonnaire, il n'y avait personne. C'était une sorte de no man's land, aucun habitant, aucun pompier. Alors, vous l'avez dit, c'est des images qui sont très impressionnantes. Biscarrosse étant coupé en deux, il y a Biscarrosse-Plage où les gens ont été évacués ce matin. Ils sont allés vers Biscarrosse-Plage, mais ici, à Biscarrosse-Bourg, il n'y a plus personne. C'est un silence, c'est très impressionnant. Personne dans les pavillons, les volets sont fermés et comme vous l'avez vu tout à l'heure, les gens sont partis en catastrophe, ils ont même laissé leur linge. Puis vous le disiez, merci beaucoup Gaspard, merci à Julie Janus qui vous accompagne. On la voit, cette forêt, la lisière de la forêt, avec des sols encore chauds et des fumerolles, avec la possibilité de reprise à tout moment. Oui, je voulais juste, dans le bilan que vous donnez, il y a la surface détruite, il y a le nombre d'évacués, mais faut pas oublier qu'il y a déjà des pompiers qui sont blessés. Je crois qu'il y a plusieurs dizaines de pompiers blessés. Dont un grièvement à cause d'une bonbonne de gaz et malheureusement, là-dessus, on peut être inquiet parce que plus ça va durer, plus ils vont s'épuiser, plus le risque de blessure va évidemment devenir un vrai problème.
Et puis on va voir avec vous d'ailleurs, Kali, la surface, bien évidemment, l'extension de cet incendie. Je le disais tout à l'heure, au fur et à mesure que la journée passe, eh bien le nombre de villes touchées, évacuées, ne cesse que de grandir. Une photo peut-être de la plage de Lacano. Regardez, là aussi impressionnante. Voilà ce que l'on peut apercevoir à des dizaines de kilomètres. Cette fumée, ce panache de fumée qui s'élève dans le ciel. Carte à l'appui, Kadi, dites-nous ce qui se passe en ce moment même, l'étendue, avec des cartes assez impressionnantes d'ailleurs, de ces incendies. Voilà, on va faire une mise au point sur ces deux feux majeurs qui frappent la Nouvelle-Aquitaine. Alors donc au nord du bassin d'Arcachon, cet incendie parti mercredi de Somos qui a déjà donc parcouru 12 500 hectares. C'est le tout dernier bilan et qui est aux portes de la presqu'île du Cap-Ferret. Plus au sud, près de Biscarrosse, ce feu parti hier, qui lui a déjà parcouru qui a parcouru environ 2600 hectares. Là aussi, nouveau bilan avec une progression toujours plus virulente avec ce vent d'est. Au total, donc, ces deux incendies ont parcouru environ 15 000 hectares en moins de 48 heures. Pour vous donner une idée, on va vous montrer un petit peu, on va se concentrer sur le foyer principal, ce serait du Cap Ferret. Regardez ça, c'était le 22 juillet. On était à 200 hectares à peu près, entre 200 et 1000 hectares le premier jour. On est passé rapidement à 2000 à 4800 hectares, c'était pour la journée d'hier. Et puis ce matin, donc 10 000 hectares, 12 500 hectares à l'heure où je vous parle. Vous voyez, on voit bien la progression de ces flammes. Pour rappel, puisqu'on fait souvent référence à ce traumatisme d'il y a 4 ans, en 2022, les méga-feux de Gironde, c'est-à-dire ceux de l'Atteste de Buch, Landiras notamment, ils avaient ravagé environ 20 800 hectares dans le département. Ici, on parle donc de 20 800 hectares. Je vous le disais, aujourd'hui, on en est en 48 heures avec ces deux feux à 15 000 hectares environ. Merci beaucoup, Kadi. Autre image impressionnante, la plage d'Ourtin, le lac d'Ourtin. Regardez toujours ces panaches de fumée. Tout à l'heure, avec Bruno Lafont, le président du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, c'est un forestier d'ailleurs également, et c'est le maire de Biganos. Et il nous a dit, on y réfléchit, on savait que cela pouvait arriver, mais on va pas tarder à en tirer des enseignements. En fait, il va falloir compter sur nous-mêmes. On devrait tous essayer de compter sur nous-mêmes ou commencer à apprendre de nous-mêmes. Apprendre, en tout cas, malheureusement de ces genres de situations, c'est ce qu'on devrait s'obliger à faire tous collectivement, ce qu'on appelle les retours d'expérience. Et il faut qu'ils impriment vraiment nos mémoires et qu'ils nous engagent sur mieux se former, mieux prévenir, être plus responsable quand on sait que l'immense majorité de ces feux sont liés à des comportements humains. Je pense que tous les gens qui habitent dans cette région sont attachés à cette région. Alors il y a souvent de l'imprudence, c'est pas tout le temps. Alors en l'occurrence celui-là, selon les informations dont nous disposons, ce seraient deux ouvriers d'une société d'électricité qui ont débroussaillé sous une ligne à haute tension. Oui, puis par certains que c'est ce qu'il fallait faire. Entretenu avec des freins qui se mettent à chauffer. Voilà, c'est malheureusement c'est là sur ces tout petits détails que, en étant tous collectivement engagés et responsables, on arrivera à limiter ces situations qui sont, comme vous l'avez dit plusieurs fois, incontrôlables. Alors, je vais laisser la parole, je voudrais juste qu'on écoute un sapeur-pompier. On est à Biscarrosse, qui a été évacué, léché pour le moment par les flammes, poussé par le vent. Écoutez ce témoignage. Mais c'est un feu qui est d'une ampleur exceptionnelle. Je pense que ça fait des décennies que le département des Landes n'a pas connu ça. Ce qui rend les choses vraiment compliquées, en fait, c'est l'interface urbaine-forêt. On mobilise énormément de moyens sur toutes les protections de points sensibles. Ce qui nous met en difficulté également, c'est les gens qui refusent de quitter leur habitation malgré le travail des forces de l'ordre. Vous voyez, on est dedans. C'est pour ça que je voulais qu'on entende ce pompier. Alors, il y a ce que l'on disait, ça fait des années que l'on n'a pas vu ça, mais le problème, c'est que ça, on va le voir de plus en plus. Et puis, il y a aussi des gens qui refusent d'évacuer. C'est totalement irresponsable. On est tous... mais il faut qu'on se pose tous les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, à leur place ? Ils tiennent à leur maison. Tout le monde a des bonnes excuses. Il y a FR Alert qui sonne en pleine nuit sur vos téléphones en vous disant de partir immédiatement.
Et le réflexe, malheureusement, qu'on a, mais on l'a tous, c'est de dire... C'est de sortir son tuyau d'arrosage ou de dire ça va passer à côté. Oui, puis moi je suis pas concerné, quelle excuse... Et les pompiers sont là. Et les pompiers vont m'aider, et ceci et cela. On est dans des comportements très égoïstes. Ça engage ensuite les forces de l'ordre qui sont obligées de négocier à chaque fois pour vous mettre en sécurité. Enfin, c'est aberrant. Ça vous rend dingue. Ça m'inquiète. Cette séquence où on est obligé de pousser. Et en plus, le problème, c'est que ces personnes-là, pour les avoir côtoyées dans d'autres circonstances, seront les mêmes qui viendront chercher des responsabilités ailleurs et qui vous diront c'est pas ma faute. C'est ça qu'il faut changer, ce logiciel-là. Il faut terminer. C'est pas. Oui, on parle des comportements humains qui sont à l'origine des incendies ou des comportements là en réaction aux incendies. Il faut quand même rappeler que ces incendies, ils ont cette ampleur aujourd'hui en raison du réchauffement, de ces vagues de chaleur, de la sécheresse. Donc certes, il y a une origine humaine, mais l'ampleur constatée aujourd'hui, c'est méga feu, c'est feu hors de contrôle. C'est bien lié au changement climatique et sur cet aspect, on peut aussi agir et faire autre chose. Deuxième point important. En 2022, comme aujourd'hui, c'est la forêt des Landes qui brûle, c'est des pins, c'est des monocultures, c'est des forêts qui sont ultra sensibles à ce type de feu, et donc ça aussi, ça doit poser question. C'est difficile d'enlever une partie, vous avez entendu tout à l'heure le président du CIBA, ils sont attachés, c'est une production bien évidemment, donc voilà, et encore, on a de la chance, ce sont des forêts qui sont cultivées, qui sont entretenues. Imaginez ce que ce serait s'il n'y avait pas ces longs couloirs, cette possibilité notamment pour les secours ou les sapeurs-pompiers d'intervenir. Elles sont entretenues, mais elles sont tout aussi vulnérables, car particulièrement la forêt des Landes, c'est une forêt qui est secondaire, voire tertiaire, et donc le fait d'avoir une pinède avec cet ensemble de pins qui sont plantés en randonnion, au contraire, c'est très bon pour la propagation. C'est très exactement ça. Ça favorise la propagation, et donc que ce soit aujourd'hui la Méditerranée comme le Sud-Ouest, ce sont des zones qui sont aujourd'hui à risque parce que le climat a profondément changé. Donc il est temps. Je reviens dessus. Vous avez entendu Bruno Lafont qui a dit on va prendre nos responsabilités, on va même devancer l'État et on va faire de grandes coupes pour pouvoir faire. Ça existe déjà. Oui, mais j'aimerais juste terminer mon propos. Il est temps d'inculquer à la population ce qu'est la culture du risque, exactement comme au Japon avec les séismes. Il va falloir qu'on passe par là. Surtout si vous comparez aux Japonais, bon courage. Il va falloir qu'on passe par là, et ça commence par une grande pédagogie, à savoir se remémorer donc les événements passés, donc cultiver notre mémoire, mais aussi passer par la formation, mais aussi l'action adaptée en temps de crise. Donc là, nous sommes en temps de crise. Ce sont malheureusement des constats qui vont se répéter pour les étés à venir. Donc il est temps de mettre cette stratégie de culture du risque en place. J'aime beaucoup quand vous nous dites ça, parce que j'ai le sentiment qu'il faut y croire. Mais tout à l'heure, j'entendais... Non, mais je suis d'accord, mais j'entendais Mathieu Langlois qui disait... le plus jamais ça à l'époque du Covid, et visiblement on a quasiment tout oublié. C'est valable pour autre chose, c'est-à-dire les inondations, c'est la même chose, sur les tremblements de terre, sur tous les types de catastrophes possibles. Qui arrivent de plus en plus souvent. Oui, puis alors attendez, alors parce que là, il y a, sur la construction à proprement parler, il y a un sujet qui est en train d'arriver, mais qui est un problème pour les compagnies d'assurance, qui est les problématiques qui sont liées au retrait-gonflement des argiles. On n'en parle pas tant que ça. Les fissures dans les maisons. Bien sûr, oui. Ça c'est un vrai sujet, parce que les maisons sont inassurables, les gens n'ont pas de solution, ils n'ont pas les moyens de réparer. Donc ça, c'est des vrais sujets. Alors, la question, c'est un tiers du territoire, globalement, qui est confronté à ça. Mais c'est énorme, en termes de surface, c'est colossal. Avec des degrés divers, mais c'est un tiers. Vous prenez le recul du trait de côte, l'augmentation du niveau de la mer éventuellement, parce que ça peut arriver, donc c'est un scénario qui est en train de se propager. On peut quand même y croire à ça. Pour l'instant, on voit ça de loin dans des îles très reculées du Pacifique, mais ça va nous arriver, ça arrive. Ça arrive tout doucement. Les tempêtes qui sont de plus en plus violentes, les épisodes Selvenol ou les épisodes d'une manière générale avec des fortes précipitations, les tornades qui arrivent dans le nord de la France, comme il y en a déjà, mais qui vont être de plus en plus a priori puissantes. Plus des grêlons gros comme des balles de tennis. Attendez, je continue parce que il y a comme la ça. La liste est longue. Bah ouais. Donc ça veut dire que c'est des vrais sujets sur lesquels il faut qu'on s'y mette. Et moi, je partage tout à fait l'avis du médecin, c'est ça, qui est là et qui sur la notion de l'individu et de
la collectivité et l'individu, le rapport que l'on a en tant qu'individu avec la collectivité. L'État-providence, moi je pense qu'il a ses limites et qu'on doit être aussi en tant qu'individu capable de prendre les choses en charge aussi, c'est-à-dire quand il y a un problème quelque part aussi qu'on puisse, nous, les gens, la société civile d'une manière générale, être là et aussi intervenir, pas de manière mercantile, mais aussi bénévolement, mais aussi parce qu'il y a des gens qui sont tout simplement embêtés, qu'il faut les aider. Alors là, visiblement, je ne sais pas ce que ça donnera. Il y a un grand sentiment et un grand élan de solidarité. Oui, parfait. Les maires interrogés nous le disent. On avait 2 petits jeunes qui ont été évacués de Biscarrosse dans la nuit. Ils ont retrouvé de quoi se nourrir, de quoi dormir la nuit passée. Donc, alors, est-ce que c'est parce qu'on est sous le coup de l'émotion ? Bien évidemment, et on est en plein dans cette séquence dramatique, où est-ce que les gens se disent parce qu'il faut être on ne peut pas tendre la main. On l'a toujours, enfin, les attentats, le Covid a montré que évidemment chaque crise, toute catastrophe ou catastrophe, il y a un élan de solidarité, et tant mieux. Sauf qu'il faut en faire quelque chose. Il faut en faire quelque chose dans la durée. Faut que les politiques prennent ça à leur compte, et surtout que maintenant on s'aperçoit que les crises s'enchaînent à une telle vitesse. On est dans la permacrise, et que voilà, et on pourra plus se permettre le luxe de faire ça uniquement de façon occasionnelle. Alors voilà ces images, vous voyez la Dame du Pilat et vous voyez ce qui reste du Mont d'Arguin. Tiens, voilà autre conséquence d'ailleurs, ce qui reste du Mont d'Arguin. Avant, il était beaucoup plus important, les tempêtes sont passées par là et il ne reste plus grand-chose. Tempête, l'érosion naturelle, bien sûr. Bien évidemment, donc vous aurez Arcachon de l'autre côté, tout au bout. On va garder d'ailleurs ces images, voilà, si jamais... on arrive à zoomer, vous verrez le Cap Ferret et puis de l'autre côté le bout, la pointe de ce bassin d'Arcachon et les incendies qui font rage. Je vous propose de partir dans le Var parce que ça ne s'arrange pas dans le Var. On en parlait ensemble, bien évidemment. Là aussi, les conditions climatiques se dégradent très sérieusement. On va retrouver Alex Béraud et Thibaut Bruck. Bonjour, merci à tous les deux. Alex, ces conditions climatiques. Tout à l'heure, on était ensemble dans cette émission, vous l'évoquiez, il y a des risques. Il y a les risques sont là et ce ne sont plus des risques, c'est une réalité. Et oui, effectivement, nous pensions que la journée allait rester calme ici dans le Var. Et bien évidemment, ce n'est pas le cas. 2 reprises réactivation du feu sont en cours actuellement aux alentours de Ponteves. Vous voyez encore ce nuage de fumée qui est légèrement présent encore ici. Ces reprises concernent également les communes de Correns et Montfort. 2 Canadair sont venus en renfort ici dans le Var. On les entend nous aussi sillonner le ciel. Un Dash est toujours aussi présent avec les hélicoptères bombardiers d'eau. Les conditions de météo sont jugées défavorables par le chef du poste de commandement ici à Ponteves puisque le vent a repris et les évacuations aussi ont repris dans le Var. Merci beaucoup Alex, merci à Thibaut Bruck qui vous accompagne. Encore une fois, Claire, hier sur ce même plateau, on écoutait les pompiers qui se disaient plutôt rassurés. Contrairement au bassin d'Arcachon, la nuit a été sous votre contrôle plutôt bonne. Puis patatras, tout recommence. Oui, parce que alors pour la région du Var, il y a encore des épisodes de Mistral qui sont assez modérés. Ça peut souffler encore jusqu'à 60 km/h, mais je peux quand même annoncer une bonne nouvelle, si on peut parler de bonnes nouvelles. Elles sont assez rares, donc faites. C'est qu'à partir de demain soir, on aura une dégradation orageuse qui va surtout concerner la Méditerranée. Et donc, ce seront des orages qui seront assez porteurs de pluie. Donc, on attend d'importants cumuls de pluie, à tel point que Météo France est encore en train d'hésiter à passer certains départements en vigilance orange aux orages pour demain soir. Mais ils sont suffisamment importants en cumul pour pouvoir favoriser la fixation du feu ou en tout cas aider nos soldats du feu. Ce qui n'est pas le cas du bassin d'Arcachon, car que ce soit en fin d'après-midi, début de soirée et même demain, ces orages en direction du bassin d'Arcachon, ce seront plutôt des orages secs, donc des orages en altitude qui certes vont produire une forte activité électrique, donc avec la possibilité de nouveaux départs de feu, mais aussi d'importantes rafales de vent. Et quand je dis qu'ils sont secs, c'est qu'ils produiront très peu de pluie, et quand bien même s'il y a un peu de pluie, elle sera très très vite évaporée dans les basses couches. Donc ce sont 2 types d'orages bien distincts. Vous voyez en direct ces images fournies par l'AFP et notamment d'une bonne partie de cette forêt qui en 2022 a brûlé. Les stigmates, la nature arrive à les réparer, mais le problème c'est que la nature à un moment donné nous rappelle qu'elle est là et que l'homme doit se placer dans la nature et pas le contraire.
Oui, c'est ça. Il faut s'adapter et trouver des manières d'être plus résilient face à ces événements extrêmes qui sont appelés à se répéter. On peut aussi repenser la manière dont on gère nos forêts, puisqu'il y a un problème dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, qui est la mortalité de nos forêts. Donc on a soit des forêts qui ont brûlé, évidemment, soit des forêts qui ont été victimes de tempêtes, mais on a aussi des arbres qui meurent de façon précoce et naturelle. 300 000 hectares en France aujourd'hui. Beaucoup de parasites, d'ailleurs. Aussi les parasites. Dû à ce réchauffement ou ce dérèglement climatique. Exactement. Et ces arbres qui sont morts et qui restent dans la forêt, c'est des combustibles, encore plus des combustibles que les arbres qui sont en bonne santé aujourd'hui. Un mot quand même, tiens, j'aimerais... on parle beaucoup d'humains, bien évidemment, depuis tout à l'heure. On parle d'économie, on en parlera d'économie certainement dans les heures et dans les jours à venir, parce que là aussi, les conditions sont terribles. Vous avez des pans entiers de l'économie de cette région qui sont totalement à l'arrêt, déjà marqués. Je pense notamment à la restauration, aux hôteliers, aux ostréiculteurs qui ont été touchés par des bactéries, pour le coup, par des arrêts, par des pollutions de l'eau. Voilà, c'est toute une économie, c'est toute une profession et on ne sait pas s'ils se remettront de cet épisode qui est loin d'être terminé. Cette image, on va y revenir, la D106, cette route très particulière. Avec cette route, beaucoup d'habitants, de résidents du Cap Ferret ont été évacués la nuit dernière, encore tôt ce matin, et cette route, c'est une délimitation entre les incendies, bien évidemment, et le Cap Ferret, avec la pointe du Cap Ferret. Si jamais le feu, voyez, ces fumées, si le feu passe de l'autre côté de cette route, eh bien, plus rien ne pourra arrêter le feu sur cette presqu'île du Cap Ferret. D'un mot, on va retrouver nos correspondants dans un instant pour nous expliquer cette situation, mais on parle pas de la faune. On parle pas de la faune. On parle de l'humain, mais là aussi. Ouais, souvent on y pense après, malheureusement, mais c'est vrai que la faune et même toute la biodiversité de ces forêts est mise à mal pendant ces incendies. En général, on s'y intéresse après, les humains et les habitations. Mais c'est vrai que les conséquences sont terribles. Les conséquences des incendies de 2022 ont été assez importantes. Fontainebleau, il paraît qu'on n'a pas eu de bilan, mais les conséquences sont terribles. Oui, sur la faune. Tout à fait. Pour la faune de la forêt de Fontainebleau, avec ces hectares détruits, c'est aussi compliqué. C'est des animaux qui peuvent changer après de lieu de vie et de ne pas revenir dans ces zones. Donc ça peut transformer aussi le visage de nos forêts. Et pour compléter les propos de Madame Hainaut, dans la forêt des Landes, il y a 200 espèces protégées, notamment une variété de tortues qu'on ne trouve que dans cette forêt, ou encore des loutres d'Europe. Et il y a même des espèces végétales qu'on ne retrouve que dans ce milieu-là. Je pense notamment à l'astragale de Bayonne. Et donc là, ça peut causer des dommages irréversibles. On va parler un peu d'hommes avant de retrouver nos équipes sur le terrain. On l'esquissait, ces gens qui resteront traumatisés, même si au cours de ces incendies, leur habitat n'a pas été détruit. Ça laissera des traces. C'est les ceux qui, au cours de la nuit, et pas que de la nuit d'ailleurs, ont été obligés de tout quitter. C'est les ceux qui vont revenir et il n'y aura plus rien. Et c'est les ceux qui auront économiquement peut-être tout perdu. Alors ça laissera des traces, ça c'est une évidence. Après, ce qu'on sait... Et comment on gère d'ailleurs ? En tout cas, ce qu'on sait... alors il y a évidemment l'après-catastrophe, le psychotrauma, les CUMP, vous l'avez dit, enfin tout le soutien psychologique qui se met en place. Mais j'ai envie de dire, c'est presque trop... C'est trop tard. On est dans le soutien, ça veut dire que... Mais il est important quand même. Il y a déjà une fragilité, il y a une vulnérabilité qu'il faut prendre en compte. Mais ce qu'il faudrait aussi travailler, c'est sur l'anticipation et l'anticipation psychologique pour être plus résilient, c'est un mot qui a été employé, mais en tout cas pour être plus performant collectivement dans cette adaptation à des situations terribles. Alors je sais pas pour la faune, mais je sais que par exemple à la Réunion, ça, il y a la faune est presque à prendre en exemple parce qu'elle a une vraie capacité de résilience, d'adaptation. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on connaît des catastrophes, c'est que plus on est proactif, plus on est responsable, plus on est dans l'action, plus on est dans l'anticipation, on fait quelque chose, on va aider ses proches, on va aider les pompiers, voilà. Moins le traumatisme sera fort sur le plan psychologique, moins il sera... Je revois pendant que vous parliez... C'est important, ça veut dire que quand on dit qu'il faut que le citoyen soit beaucoup plus responsable, c'est pas uniquement pour lui dire attention, l'État n'est pas... Il n'y a pas que l'État, il y a vous. C'est aussi pour lui dire, attends, le meilleur moyen de te préparer à des situations qui sont très difficiles, qui vont vous impacter, c'est aussi d'être des acteurs de cette réponse et de cette anticipation à la catastrophe.
Avec parfois des petites choses, mais elles sont importantes. Quand vous parliez, je ne sais pas si vous avez vu cette image, la fameuse camionnette qui a pris feu. Oui. Un truc tout bête. Si vous avez un extincteur ou 2 extincteurs à l'intérieur, vous savez quoi ? Vous pouvez éteindre le feu. Oui. Vous n'allez pas laisser le feu se propager. C'est ce qu'ils font, mais je crois qu'ils ont quand même réussi, malheureusement, avec les vents. Bah oui. Voilà. Non mais voilà, mais quand vous avez un extincteur grand comme ça pour éteindre... Oui, enfin, la vraie anticipation, ça serait de dire, vous avez un véhicule qui est... Oui, je crains... Non mais vous avez tout à fait raison, mais je crains qu'on demande beaucoup. Je voudrais qu'on reparte dans une ville sinistrée. On va retrouver Gaspard Bunel et Julie Janus à Biscarrosse, une ville en partie ravagée par les flammes. Mais une ville également sous la menace de ces vents, de reprise de feu. Tout à l'heure, juste derrière vous, je crois, Gaspard, il y avait cette forêt. On pourra peut-être revoir l'image parce qu'elle est symptomatique de cette nuit qui attend les pompiers et les habitants d'une partie de la région, c'est-à-dire... Le feu n'est pas totalement éteint. Il y a encore ce sol qui est brûlant. Et avec le vent, oui, voilà, on le voit derrière vous. Merci, Julie. Le feu peut reprendre à tout moment. Exactement. Alors là, on est dans une zone pavillonnaire de Biscarrosse-Bourg, en lisière de forêt, et regardez l'état de cette forêt, ces pins qui sont complètement brûlés, le sol noir, encore fumant, il y a ce sable typique des Landes qui continue de fumer, le sol est extrêmement chaud, quand on marche dedans en chaussures, on sent cette chaleur, on sent cette fumée, il y a quelques petites flammes par-ci par-là, ce sont des petits foyers qui ne sont pas pour l'instant très dangereux parce que de toute façon tout a brûlé, mais il y a en effet ce vent qui s'est levé depuis quelques minutes, quelques heures, un vent qui également a tourné et emporte avec lui des petites braises. Des braises qui peuvent créer d'autres foyers sur des dizaines, voire des centaines de mètres plus loin et donc rend la maîtrise de ce feu très compliquée. Et regardez les stigmates de cet incendie. Vous l'avez vu, on est en lisière ici de forêt dans ce bourg de Biscarrosse et ces maisons sont complètement détruites, sont ravagées par le feu. Des flammes qui ont touché cette maison il y a quelques heures. La fumée est encore présente, cette carcasse de voiture très impressionnante. Et cette maison, le toit n'a pas tenu. On le voit au sol, l'intégralité des débris. La maison fume encore un petit peu. Il y a ces charnières de porte qui sont métalliques, qui elles ont tenu. L'image est assez troublante. La porte n'est plus là, mais les charnières, elles, le sont encore. Ces maisons, elles étaient vides. Elles ont été évacuées d'urgence par leurs habitants. On le voit sur les images de Julie Janus. Le linge qui est resté étendu parce que les personnes ont dû partir, ont dû être évacuées en urgence. Le linge est encore visible et on voit même le parasol à moitié brûlé. C'est une image aussi assez étonnante. On n'a pas l'habitude de voir ces maisons dans des états comme ça. Alors, on l'a vu dans cette zone pavillonnaire de Biscarrosse, on n'a croisé aucune personne. Toutes ont été évacuées, certaines en urgence, on le voit avec ce linge. En tout, c'est près de 18 000 personnes qui ont été évacuées de Biscarrosse depuis hier soir. Merci beaucoup Gaspard, merci à Julie Janus pour ces images. C'est peut-être la différence avec 2022, c'est que là le feu est rentré dans les villes, au cœur des villes, au cœur de l'économie. Il ne s'est pas contenté que d'éradiquer une grande partie de la forêt. Et ça laissera certainement des traces. Ça va poser des questions. Quand même, on a des dégâts qui sont limités, c'est-à-dire que même si le nombre comme ça il paraît important vu la taille de l'événement, bon, ça reste limité. C'est-à-dire que les pompiers ont fait un travail exceptionnel et ils arrivent à gérer à peu près bien les choses. Mais jusqu'à à ce niveau-là. Le plus longtemps possible. Il faut espérer que les vents tournent. Vous vous souvenez, on a commencé l'émission avec ce pompier qui faisait un constat, le combat est illégal, et la nuit qui s'annonce est une nuit à haut risque. Oui, on verra. Comme on dit à la campagne, c'est après la foire qu'on compte les bouses. Et là, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner, mais ça risque globalement... de coûter très cher. Oui, là dans l'immédiat, en termes, je parle pas de la forêt à proprement parler, parce que ça c'est pas quantifiable quelque part, mais sur l'aspect matériel des choses, les dégâts ils sont relativement limités. On n'a pas énormément d'habitations qui ont été touchées. Il y a quelques maisons qui sont complètement détruites, mais c'est pas énorme puisqu'on est une soixantaine de maisons qui sont détruites. Non, mais vous avez beaucoup de déplacés. Et économiquement, c'est compliqué. Ah, mais ça, l'aspect économique des choses, évidemment, ça rentrera en ligne de compte à la fin, de toute façon. Et puis sur la vraie problématique qui est
sur la préparation. Est-ce que ça va déclencher quelque chose sur tous les outils qui existent, que l'État a mis en place, mais pour notamment, est-ce qu'on va reconstruire à ces endroits-là, tout ça, c'est des vraies questions qui vont se poser, mais qu'on peut déjà commencer à réfléchir et à argumenter, parce que les questions financières, elles sont pas du tout indépendantes de ça, quoi. Et à chaque fois, on se retrouve sur des problématiques qui sont liées à des problèmes financiers extrêmement importants, le coût du foncier qui est exorbitant, le coût des constructions aussi qui coûte très cher. Et puis derrière, si vous voulez indemniser tout ça, c'est une fortune. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, il y a des choses qui sont pas du tout envisageables simplement. Mais en tout cas, c'est quand même une partie de notre patrimoine, de notre histoire, de notre géographie qui s'en trouve totalement bouleversée. Merci beaucoup à tous les quatre. C'était passionnant que de vous avoir à mes côtés. Merci à l'ensemble de nos envoyés spéciaux. La spéciale continue, bien évidemment. C'est Quentin Bérichel qui reprend le flambeau, si j'ose dire. 24 heures, c'est sur LCI. C'est tout de suite. Tiens, à 18 heures, dans quelques minutes, on nous annonce une nouvelle conférence de presse de la préfète d'Aquitaine. Ce matin, ce midi même, elle a pris la parole pour dire qu'elle était inquiète, pour dire qu'il y avait énormément de risques encore pour les populations et les habitations. Regardez ces images, cette fameuse départementale. Les images sont importantes parce que si jamais le feu enjambe, si les pompiers ne peuvent pas faire leur travail, eh bien c'est toute une partie de cette région, la pointe, la fameuse presqu'île du Cap Ferret, qui se retrouvera sous les flammes.